Parler de la datation des roches terrestres. Alors, je m'appelle Jennifer Miot, je suis maître de conférence au Muséum d'histoire naturelle. Pour être tout à fait rassurante, je ne suis pas du tout spécialiste de radiochronologie. Mais donc je vais vous parler des méthodes qui permettent d'obtenir les âges dont on vous a parlé depuis hier. Et plus spécifiquement, les méthodes qui permettent de dater les roches qui datent de l'Archéen. Alors pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin de donner un âge à une roche ? Il y a deux motivations principales. La première, ça va être d'essayer de faire une liste des événements géologiques. Ça, c'est ce qu'on va appeler de la chronologie relative, et ce n'est pas ce à quoi on va s'intéresser dans ce cours. Un autre besoin qu'on a, c'est de donner un âge absolu. Alors bien entendu, la chronologie relative et puis le fait de donner un âge absolu, c'est très complémentaire. Et dans les faits, on utilise les deux méthodes. Mais pour ce cours, donc, on va s'intéresser aux méthodes qui permettent de donner un âge absolu, donc de dater une roche. Et ça va nous permettre par exemple d'estimer des durées sur l'échelle des temps géologiques. Et c'est la définition de la radiochronologie. La radiochronologie, c'est l'ensemble des méthodes qui permettent de faire une datation absolue. Et sur quoi est-ce qu'on se base pour faire de la radiochronologie, pour dater ces roches de manière absolue ? Eh bien, on va utiliser le fait que certains éléments, qu'on appelle des radioisotopes, des éléments radioactifs, je vais revenir sur ça ensuite, ont une concentration qui va varier de façon régulière au cours du temps. Et donc en suivant ces variations de concentration, on va pouvoir remonter à l'âge de ces roches. Alors ça, c'était pour définir le premier terme du cours, la radiochronologie. Maintenant, l'Archéen, vous en avez une bonne idée, après le cours de Pascal en particulier. L'Archéen, c'est une subdivision de l'échelle des temps géologiques, et comme il vous l'a rappelé, ça s'étend de la fin de l'AD1, donc 4 milliards d'années, jusqu'au début du Protérozoïque, 2,5 milliards d'années, donc en gros des plus anciennes roches grossièrement terrestres, jusqu'à l'oxygénation de l'atmosphère, de façon grossière, même si vous avez vu que c'est beaucoup plus compliqué pour délimiter ces événements. Alors, est-ce qu'il y a des méthodes qui sont particulièrement adaptées à la datation pour l'Archéen ? Oui et non. Les méthodes que je vais vous présenter ici sont des méthodes qui sont tout à fait utilisables pour d'autres périodes de l'histoire de la Terre. Cependant, on ne va pas utiliser les mêmes types d'éléments chimiques, les mêmes types de chronomètres quand on s'intéresse à des roches archéennes, et donc on va utiliser des chronomètres qui sont adaptés à ces roches. Donc les méthodes sont les mêmes. Ce que je vais vous présenter là, c'est valable pour des périodes plus reculées ou plus récentes, mais les chronomètres qu'on va choisir vont être adaptés à la période de l'Archéen. Alors pourquoi vouloir donner des âges à l'Archéen ? Ça, vous avez bien vu tout l'intérêt avec les cours précédents. Bien entendu, c'est la période où on a potentiellement les plus anciennes traces de vie fossile. On voudrait donc dater. Je ne reviens pas sur l'ensemble de ces exemples qui ont déjà été évoqués, mais simplement, si on est capable de donner un âge à ces roches et aux différents constituants de ces roches, ça va nous permettre de dater potentiellement les plus anciennes traces de vie, et également d'avoir une idée de la chronologie de l'évolution de la vie. Alors encore une fois, des choses que vous avez déjà entendues et que vous réentendrez aussi, je pense, demain. Des questions qu'on peut se poser au niveau de la datation, c'est quel que soit le scénario d'apparition de la vie, quel que soit le moment où on peut vraiment parler de l'apparition de la vie ou du passage de quelques briques élémentaires à des cellules, des systèmes de réplication, un code génétique, etc. La question qu'on peut se poser, c'est combien de temps prennent chacune de ces étapes, combien de temps faut-il pour faire apparaître des cellules, par exemple, à partir de quelques briques élémentaires. Alors on ne va pas répondre à ces questions, mais en tout cas, pour essayer d'aborder ces questions, on a au moins besoin d'avoir un outil qui nous permette de faire de la datation.
Même chose avec cet arbre du vivant, les 3 domaines, donc bactéries, archées et eucaryotes, pour pouvoir dater les âges des divergences, comme on vous l'a expliqué ce matin, il faut aussi confronter les données génétiques à des échelles de temps qui sont calibrées par les méthodes de datation absolue. Et donc voilà un intérêt supplémentaire à chercher à dater de façon absolue les roches de l'Archéen. Et puis dernier point, d'une manière générale, pour graduer cette échelle des temps géologiques, c'est vrai pour l'Archéen, c'est vrai également pour les périodes plus récentes. La chronologie relative permet simplement de classer ces événements au cours du temps, mais ensuite pour pouvoir graduer cette échelle, il faut qu'on ait des méthodes qui nous permettent de donner des âges de manière absolue. Alors voilà comment on va procéder, ça va être très méthodologique. On va vraiment décrire les méthodes qui permettent de donner ces âges. L'élément essentiel sur lequel on va s'appuyer, c'est la radioactivité, qui va nous servir de chronomètre. Ensuite, je vous présenterai 2 grandes méthodes de mesure qui permettent de faire cette datation absolue. Et puis, on verra ensuite, en reprenant des exemples que vous avez déjà vus hier et aujourd'hui, les limites quand on s'intéresse à des roches archéennes pour pouvoir justement donner des âges. Alors vous m'arrêtez bien entendu s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. On commence très facilement avec la structure d'un atome, donc je pense que c'est assez évident pour tout le monde. On a bien entendu dans un atome un noyau qui est entouré d'un cortège électronique. Alors le cortège électronique, on ne va pas s'y intéresser dans les réactions qui suivent. On va s'intéresser uniquement au noyau qui est composé de protons et de neutrons. Jusque-là, je pense que tout va bien. Si on s'intéresse donc uniquement au noyau, pour un même élément, par exemple ici l'hydrogène, le noyau peut être composé d'uniquement un proton, ou bien d'un proton et d'un neutron, ou d'un proton et 2 neutrons. Autrement dit, pour le même élément, on va avoir différentes formes qui vont avoir le même nombre de protons, mais des nombres de neutrons différents, c'est ce qu'on va appeler des isotopes. Et donc pour l'hydrogène, ces isotopes portent des noms, c'est l'hydrogène, le deutérium et le tritium. Et on a la même chose pour les autres éléments du tableau périodique, par exemple pour l'hélium, qui peut avoir 2 protons et un neutron, ou 2 protons et 2 neutrons. Donc des isotopes, ce sont des atomes qui ont le même nombre de protons dans leur noyau et un nombre de neutrons différents. Alors il existe des processus, des réactions qui vont permettre de transformer un isotope en un autre. Et celles qui vont nous intéresser, ce sont les réactions de désintégration radioactive qui vont donc uniquement affecter le noyau. Ici un exemple, c'est la désintégration radioactive de type β-. On part d'un noyau, d'un élément qu'on va appeler le nucléide pair, le pair, qui est donc radioactif. Et cette réaction de désintégration radioactive va transformer ce pair radioactif en un fils qu'on appelle radiogénique, donc qui provient de la désintégration radioactive du pair. Alors, dans le cas de la désintégration radioactive β-, ça se traduit par le remplacement ici d'un neutron par un proton et l'émission d'un électron. Alors, quelle que soit la réaction de désintégration radioactive qu'on considère, dans tous les cas, le mécanisme général est assez simple. On part d'un élément qui est un élément pair, qui est radioactif, on symbolise ici par P, et on transforme cet élément pair en un fils, on va qualifier ici F, qui est dit radiogénique. Et alors, au cours de cette réaction, on produit également des particules. Vous avez vu tout à l'heure la libération d'un électron, ça peut être d'autres particules, et on libère également de l'énergie.
Et ça, si vous vous souvenez des images qu'on vous a montrées hier sur l'AD1, que Hervé Martin vous a montré, ça peut se traduire par des auréoles que vous voyez autour de minéraux qui ont subi des transformations uranium-plomb, par exemple. Et cette réaction, elle se fait avec une certaine constante de temps, qu'on caractérise par le facteur ici lambda, qui est une constante de désintégration, qui se mesure comme l'inverse d'un temps. Donc il y a différents types de désintégration radioactive. La β- que je vous ai décrite tout à l'heure, la désintégration alpha qui libère une particule alpha, c'est en fait un noyau d'hélium, la désintégration β+, par exemple, et on peut suivre ces réactions de désintégration dans le tableau périodique en passant donc de l'élément pair à l'élément fils. Donc, il y a plusieurs types de réactions de désintégration, mais ce qui est commun à toutes ces réactions de désintégration, c'est qu'elles suivent toutes la même loi de décroissance. C'est ce qu'on appelle la loi de Curie, Curie-Rutherford-Soddy, qui dit que le taux de désintégration de l'élément pair, de l'élément radioactif, est proportionnel à la quantité qu'on avait initialement d'éléments pairs dans le système. Donc ça se traduit par cette équation. On appelle toujours P le nombre d'atomes pairs radioactifs à un instant T. Et la variation de la quantité de pairs au cours du temps est proportionnelle à la quantité de pairs qu'on avait initialement dans le système. Et ce, avec une constante, qui est la constante radioactive, lambda, qui traduit en fait la probabilité qu'un noyau de pairs radioactifs donné se désintègre pendant un intervalle de temps qui est ici dt. Et donc cette constante radioactive, comme je vous l'ai dit, c'est l'inverse d'un temps. Et alors ce qui est particulièrement fondamental pour pouvoir utiliser la désintégration radioactive pour les méthodes de datation, c'est que cette constante radioactive, c'est une constante de proportionnalité qui n'est pas affectée par les modifications de l'environnement. Autrement dit, même si la température, la pression ou des réactions chimiques se produisent, cette constante radioactive reste une constante. Donc on a à chaque instant t cette relation linéaire, enfin cette relation moins dp sur dt égale lambda p qui est toujours valable. Alors pour voir comment on va utiliser ce mécanisme pour dater, tout simplement on part de cette équation qu'on va intégrer entre l'instant 0 et l'instant t. Donc quand on intègre cette équation, ça nous dit que la quantité d'éléments radioactifs pairs à l'instant t est égale à la quantité d'éléments pairs radioactifs qu'on avait de façon initiale, on va appeler P0, fois une exponentielle négative, exponentielle moins lambda t. Alors ça c'est vrai, et on reviendra sur ce point, si le système est resté fermé entre l'instant initial et l'instant t, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu d'échange de perte de pairs par exemple, ou de perte de fils entre l'instant 0 et l'instant t. Donc vous voyez que si on est capable de mesurer la quantité d'éléments pairs à un instant t dans la roche ou dans le minéral, qu'on connaît la quantité d'éléments pairs qu'il y avait initialement dans la roche, eh bien on peut déterminer le temps qui s'est écoulé entre l'instant 0, donc l'instant où le minéral ou la roche s'est mise en place, et l'instant t où on fait la mesure. Autrement dit, on dispose d'un chronomètre qui va nous permettre d'évaluer l'âge du système. Alors on peut transformer un petit peu cette équation en utilisant le fils qui est produit au cours de la réaction de désintégration. Donc je vous rappelle, l'élément pair radioactif donne l'élément fils radiogénique. Et donc à l'instant t où on va mesurer la roche, la quantité d'éléments fils qu'on trouve dans la roche ou dans le minéral, c'est la quantité d'éléments fils qu'il y avait à l'instant 0 initialement, avant que la réaction de désintégration radioactive débute, plus la quantité d'isotopes fils qui a été produit
par la réaction de désintégration radioactive. Donc la quantité d'isotope Fis qu'on va qualifier de radiogénique. Et cette quantité d'isotope Fis, une autre façon de l'écrire, c'est que la quantité d'isotope Fis radiogénique, c'est la quantité de paires qu'on avait initialement dans la roche, moins la quantité de paires qu'on peut mesurer actuellement. Autrement dit, c'est toute la quantité de paires qui a été perdue entre l'instant 0 et l'instant t par des intégrations radioactives. Si on injecte tout ça dans cette équation, eh bien on peut dire que la quantité de Fis, c'est la quantité de paires à l'instant 0, moins, on remplace P ici par P0 exponentielle moins lambda t, donc c'est la quantité de paires initiale moins le P0 exponentielle moins lambda t. Plus la quantité de Fis qu'on avait à l'instant initial. Donc tout ça, c'est la quantité de Fis produite par la réaction de désintégration radioactive, et ça, c'est la quantité de Fis qu'on avait initialement. Une autre façon de l'écrire, c'est que c'est la quantité d'éléments pairs à un instant t, fois l'exponentielle lambda t moins 1, plus la quantité d'éléments Fis radiogéniques qu'on avait, la quantité d'éléments Fis, pardon, qu'on avait initialement. Alors, qu'est-ce qu'on est capable de mesurer dans cette équation ? On peut mesurer la quantité de Fis qui est présente dans le système à l'instant t, aujourd'hui. On peut mesurer la quantité d'éléments pairs radioactifs qu'on avait également dans le système aujourd'hui, à l'instant t. Maintenant, si on veut déterminer le temps, il nous reste une inconnue, qui est la quantité de Fis qu'il y avait initialement dans le système. Alors on va voir que dans certains cas, on peut la connaître, ou simplifier en tout cas cette équation. Donc on garde en mémoire cette relation, le Fis égale le paire exponentielle moins lambda t plus F0. Et donc on va pouvoir déterminer l'âge de l'échantillon si on connaît la quantité de radionucléides produite au cours de la réaction, la quantité de paires restant et la constante de désintégration qu'on peut déterminer. Et donc si on trace le nombre d'atomes pairs, c'est cette courbe-là, et le nombre d'atomes Fis, c'est la courbe ici, produite par réaction de désintégration radioactive au cours du temps. Alors le temps ici, c'est en unité de durée de demi-vie, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour perdre la moitié de la quantité initiale. Et bien voilà l'allure de ces courbes, avec l'intersection ici qui correspond au P0 et au F0. Alors ici on a considéré que la quantité de Fis initiale était nulle. Et puis ensuite, vous voyez qu'on va pouvoir replacer les mesures sur cette courbe pour estimer le temps. Alors quelles sont les limites dans ce système ? On le voit ici. Vous voyez que si on est très tôt dans le système ou au contraire très tard dans le système, on va avoir une précision qui est moins bonne. Autrement dit, si on est dans une roche très jeune, la quantité d'isotopes radiogéniques qui a été produite est très faible, et elle peut être trop faible pour qu'on puisse la déterminer précisément. D'accord ? Et puis la deuxième limite, c'est à l'autre extrémité. Si au contraire, et c'est ça aussi qui va nous intéresser, si on se place dans une roche qui est très ancienne, il est possible qu'il ne reste plus ou très peu d'éléments pairs, puisque la plus grande partie se sera transformée par des intégrations radioactives en Fis. Et donc si cette quantité d'isotopes pairs est trop faible, on ne peut pas non plus la déterminer de façon précise. Alors ça va avoir des implications quant au choix des couples isotopiques qu'on va utiliser en fonction de l'âge des roches que l'on veut dater. Autrement dit, on ne va pas utiliser les mêmes isotopes si on veut dater des roches très jeunes ou si on veut dater des roches très anciennes. Par exemple, on ne va pas utiliser le carbone 14 pour dater le carbone qui est présent dans les roches archéennes. Et ça va poser un vrai problème puisque ce serait bien utile de pouvoir dater les traces de carbone qu'on a dans les roches qui datent de cette période, mais on ne peut pas. Donc on va être limité à un certain nombre de couples radioactifs dont les constantes de désintégration radioactive permettent
d'avoir encore suffisamment d'éléments pairs dans la roche pour pouvoir les dater, et des quantités de fils également suffisamment importantes. Alors la deuxième contrainte qu'on va avoir quand on veut choisir un couple isotopique pour dater une roche ou un minéral, c'est qu'il faut que les éléments qui constituent ce couple isotopique soient présents dans le minéral qu'on veut dater. Or, vous voyez ici différents couples isotopiques, et sur chacune de ces barres, vous avez ici le nom de roches ou de minéraux. Et donc certains minéraux vont incorporer facilement certains éléments chimiques, mais pas d'autres. Donc par exemple, l'uranium-plomb est très bien adapté pour dater des zircons. C'est pour ça qu'on vous a parlé régulièrement de datation uranium-plomb dans des zircons. Et puis par exemple, le rubidium-strontium va pouvoir s'adapter à la datation de feldspath, muscovite, etc. Le rubidium se substituant facilement au potassium. Donc il y a deux critères qui vont être importants quand on va choisir un couple isotopique. C'est la nature du minéral ou de la roche que l'on souhaite dater, et l'âge du système. Donc c'est en cela que certaines méthodes sont plus dédiées à dater des roches qui datent de l'Archéen. Et puis ce qui va être important, ça va être de pouvoir confronter éventuellement plusieurs couples isotopiques pour dater un système donné. Alors, il y a un autre point qui va être important. Je vous ai expliqué que donc, le pair se désintègre en fils au cours de la réaction de désintégration radioactive. Mais pour pouvoir appliquer cette formule, je vous ai expliqué également que le système devait rester fermé entre l'instant initial que l'on souhaite dater et le moment de la mesure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce système reste fermé? Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'échange entre le minéral ou la roche et l'environnement. Autrement dit, il ne faut pas qu'on ait perdu d'éléments pairs ou d'éléments fils. Et ça, c'est rarement le cas, c'est même généralement pas le cas, puisque, donc je vous ai dit par exemple, le rubidium se substitue facilement au potassium, donc les éléments pairs vont être incorporés facilement dans un minéral ou dans une roche, mais les éléments fils, eux, peuvent avoir des rayons ioniques, par exemple, qui sont différents, et ils vont avoir tendance à sortir du réseau cristallin. Ce sont des sortes d'intrus dans le réseau cristallin, et donc ils vont avoir tendance à en sortir. Donc on a très généralement une diffusion des éléments fils, qui peut se faire de deux façons. De façon continue, tout d'abord, au cours du temps, et puis également de façon brutale si on a certains événements géologiques, des augmentations brutales de température ou de pression par exemple, qui vont favoriser encore plus la diffusion de ces éléments. Alors, cette fermeture du système, elle est essentiellement fonction de l'histoire thermique que va connaître le minéral. Et qu'on peut regarder avec ce graphique. Donc imaginez un minéral qui se forme à partir d'un magma. Donc la température de ce magma diminue jusqu'à une certaine température où le minéral va cristalliser et du coup arrêter d'échanger des éléments avec l'environnement, avec le magma. Donc on va dire qu'on a fermeture de ce système à un instant T. Donc à partir de là, l'horloge radioactive peut débuter, et donc on a ici le temps zéro qu'on va chercher à déterminer. Mais imaginez ensuite qu'à un certain temps, T1, le système connaît une perturbation, par exemple un épisode de métamorphisme ou de la tectonique, qui fait que la température du système va augmenter et dépasser la température de blocage. Et bien dans ce cas-là, on va rouvrir le système et on pourra avoir de nouveau des échanges d'éléments chimiques avec l'environnement. Alors la question c'est, est-ce que à cet instant T1, on remet le chronomètre à 0 et donc on est capable uniquement de dater cet événement métamorphique ou cet événement tectonique et pas l'instant 0, ou bien est-ce qu'on garde quand même des informations du temps initial ici T0. On va voir que dans un certain nombre de cas, c'est possible, effectivement, de retrouver quand même cette date.
Alors on passe à la façon dont on va mesurer ces proportions d'isotopes dans les minéraux. Pour ça, on utilise un outil qui est central pour faire la datation, qui est la spectrométrie de masse. Alors il y a différents types de spectromètres de masse, essentiellement qui diffèrent par la source qui va permettre d'ioniser le minéral, enfin les éléments présents dans le minéral. Mais d'une manière générale, donc l'idée c'est de bombarder l'échantillon ou de le placer dans un plasma pour porter les éléments qui nous intéressent en particulier à leur état ionique. Et ensuite, on fait passer ce flux d'ions dans un électroaimant à l'intérieur duquel les éléments vont être triés, c'est-à-dire qu'ils vont être déviés plus ou moins selon leur charge et leur masse. Et on va ainsi séparer les différents ions et ensuite mesurer leurs quantités respectives à l'aide d'un collecteur. Donc voilà différents exemples de spectromètres de masse qu'on peut trouver ici en France par exemple. Et puis on a des spectromètres de masse un peu particuliers qu'on appelle des SIMS qui permettent de faire une mesure résolue spatialement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de séparer de la roche qu'on veut analyser les éléments qui nous intéressent, qu'on va vouloir doser de manière chimique, ce qu'on doit faire pour les précédents instruments. Ici, on va pouvoir travailler sur un échantillon brut, une lame mince par exemple, et aller mesurer localement les compositions isotopiques sur cet échantillon. Alors pour rendre les choses un peu plus concrètes, donc un exemple de roche archéenne qui a été datée, ce sont les roches d'Issua dont on vous a parlé précédemment. Bon, maintenant vous savez pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à Issua. Donc parce que à Issua on trouve les plus vieilles roches sédimentaires terrestres, donc on a des basaltes, mais on a aussi des formations sédimentaires comme les bifs qui ont fait beaucoup parler, les turbidites, des carbonates également, et des roches qui ont bien entendu été métamorphisées jusqu'à environ 550 degrés, donc dans le faciès amphibolite. Et puis, ce qui fait tout l'intérêt de ces roches, pour les gens qui cherchent des signatures de la vie, ce sont les traces de carbone avec des signatures isotopiques dont Pascal Philippot vous a parlé, des delta C13 qui sont négatifs. Je ne reviens pas là-dessus, mais pour vous dire qu'on a daté ces roches, et en particulier en faisant des datations uranium-plomb dans des zircons. Donc ça, c'est le type de résultat qu'on peut obtenir de datation. Alors, tout d'abord, ce que vous voyez, c'est qu'il y a différentes méthodes qui ont été appliquées. L'uranium-plomb dans des zircons, le rubidium-strontium, samarium-néodyme, plomb-plomb. Et tout ça donne des dates qui sont quand même relativement différentes. Alors, si on s'intéresse à la méthode uranium-plomb dans les zircons, on va essayer de voir comment, concrètement, on a pu mesurer ces âges. Alors, les zircons, comme on vous a expliqué, ce sont des silicates. Et ils sont très intéressants pour la datation. Pourquoi ? Parce que ces zircons sont capables incorporent beaucoup l'uranium. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'ils n'incorporent pas initialement, on va dire, le plomb. Alors ça, c'est le type de système qu'on va qualifier de système riche, c'est-à-dire des systèmes dans lesquels on a l'isotope radioactif, donc le pair qui est présent en grande quantité au départ, et par contre, l'isotope radiogénique, le fils, qui à l'instant initial, tant que l'uranium ne s'est pas désintégré de façon radioactive, est présent en quantité négligeable. Et ça va très largement simplifier les équations qu'on a écrites tout à l'heure. Alors par ailleurs, donc pour le système uranium-plomb, voici la réaction. On a l'uranium 238 qui se désintègre en plomb 206 avec cette constante radioactive que vous voyez ici.
Donc vous voyez, compatible avec les âges qu'on peut vouloir estimer à l'Archéen. Et donc voici l'équation que j'ai reprise de tout à l'heure, la quantité de fils radiogénique qui est égale à la quantité de pères radioactifs exponentielle moins lambda t moins 1 plus la quantité de fils initiale. Donc si on traduit ça avec le père et le fils qu'on a dans ce système, uranium-238 et plomb-206, ça signifie que le plomb-206 a une relation avec la quantité d'uranium-238 qu'on peut mesurer aujourd'hui, le temps et la quantité de plomb-206 qu'on avait initialement. Et comme je vous ai dit que les zircons avaient la particularité de ne pas incorporer de plomb initialement, on va pouvoir négliger ce terme. Donc au final, on se retrouve avec le plomb-206 qu'on peut mesurer aujourd'hui, l'uranium-238 qu'on peut également mesurer aujourd'hui, et la seule inconnue, c'est le temps, puisqu'on connaît la constante de désintégration radioactive. Donc a priori, on peut mesurer avec le plomb et l'uranium l'âge d'une roche. Alors ça c'est vrai à condition que le système soit resté fermé entre l'instant où le zircon s'est mis en place et le moment actuel où on va faire la mesure. Que se passe-t-il si le système n'est pas resté entièrement fermé tout au long de l'histoire géologique? Autrement dit, que se passe-t-il si on a eu des pertes de plomb ou des pertes d'uranium? Eh bien, on va trouver une méthode pour contourner le problème qui part du principe qui s'appuie sur le fait qu'on a deux couples uranium-plomb qui fonctionnent. Uranium-238, plomb-206, mais on a une deuxième réaction de désintégration radioactive qui concerne l'uranium-235 qui se désintègre en plomb-207. Et ce, avec une constante de désintégration qui est différente de la première. Autrement dit, c'est comme si on disposait de deux chronomètres, de deux sabliers, un qui coule plus rapidement, un qui coule plus lentement. Et c'est en confrontant ces deux sabliers qu'on va pouvoir avoir une idée des âges. Alors si on écrit des équations pour ces deux systèmes, on a le plomb-206 qui a une relation avec l'uranium-238 et le temps. On néglige bien entendu la quantité de radiogénique, de fils initial. Et puis même chose pour la relation entre le plomb-207 et l'uranium-235. Donc avec cette méthode, on va calculer deux âges, un âge plomb-206 uranium-238 et un âge plomb-207 uranium-235. Et si on trace les points correspondant à ces deux équations donc dans ce graphique, plomb-206 sur uranium-238 en fonction de plomb-207 sur uranium-235, eh bien on obtient, c'est une équation paramétrique, et donc on obtient cette courbe qu'on va pouvoir graduer en temps. Donc ici, chaque point correspond à un temps donné. C'est bon? Alors ça, c'est vrai si le système est resté clos, c'est-à-dire que si on a un système dans lequel on n'a pas eu de perte d'uranium ou de plomb, normalement, l'âge qu'on obtient par uranium-238, plomb-206 et l'âge qu'on obtient par uranium-235, plomb-207, ce sont les mêmes âges, donc on doit se retrouver sur cette courbe. D'accord ? On doit vérifier en même temps les deux équations. Mais ce n'est pas toujours le cas. Comme je vous l'ai dit, souvent le système n'est pas resté fermé entre l'instant où le zircon s'est mis en place et le moment où on fait la mesure. Et donc on dit que ce système a subi une perturbation. Si on dit que le système a subi une perturbation à l'instant T1, on va voir ce que ça peut donner. Donc on considère qu'à cet instant T1, on a perdu une proportion qu'on va dire alpha d'uranium et une proportion bêta de plomb. Alors là, il faut essayer de comprendre comment l'uranium et le plomb, les différents isotopes d'uranium et les différents isotopes du plomb vont se comporter. Alors pour ça, j'ai cette illustration de Francis Albarel. Donc il fait l'image suivante. Imaginez que vous lâchez dans un jardin des chats et des chiens, dans un jardin où il y a un arbre au milieu.
très rapidement, le système va se mettre à l'équilibre et on peut penser facilement que les chats vont se retrouver dans l'arbre et les chiens vont rester en bas de l'arbre. Alors ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un fractionnement élémentaire. Les chats et les chiens se séparent et c'est un petit peu ce qui va arriver à l'uranium et au plomb. C'est-à-dire que l'uranium et le plomb, dans notre système, peuvent être perdus de façon différente. Maintenant, imaginez, on continue l'image du chat et du chien. Imaginez cette fois que vous lâchez dans un jardin des chats noirs et des chats blancs. Il n'y a aucune raison que les chats noirs finissent dans l'arbre et les chats blancs en bas ou le contraire. Mais en gros, ces chats, quelle que soit leur couleur, vont se répartir de façon homogène entre l'arbre et le jardin. Et donc si on dit que les chats noirs c'est l'uranium-238 et les chats blancs l'uranium-235, on aurait pu faire de la même façon le plomb-206 et le plomb-207. Eh bien vous voyez que deux isotopes d'un même élément vont se comporter de la même façon. Autrement dit, dans un système qui va subir un épisode de pression ou température, que ce soit de l'uranium-238 ou 235, il va être perdu de la même façon. Que ce soit du plomb-206 ou du plomb-207, il sera perdu de la même façon. Autrement dit, on a un fractionnement élémentaire, mais dans ces processus de haute température, les isotopes d'un même élément, en ce qui concerne les éléments lourds, fractionnent peu. Et en plus, en général, on corrige ce fractionnement, même s'il est très faible, on va le corriger au cours de la mesure. Et donc, on ne tient pas compte de ce fractionnement isotopique, on considère qu'on a une homogénéisation isotopique. C'est bon ? Alors, qu'est-ce que ça va signifier pour nos équations ? Eh bien, avec ces considérations-là, on peut arriver, je vous passe la démonstration, à ce type de relation. C'est-à-dire qu'on va avoir une relation entre plomb 206, uranium 238, plomb 207, uranium 235 et des constantes à l'intérieur desquelles se trouve le temps. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a ces points d'exclamation. C'est pas des points d'exclamation hein, normalement, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il, donc on a ces relations et qu'à un instant T, on va donc avoir une relation linéaire entre le ratio plomb 206 uranium 238 et plomb 207 uranium 235. Donc si le système est resté clos, entre le moment où le zircon s'est mis en place et le moment où on fait la mesure, on a dit tout à l'heure que les valeurs mesurées de ces deux rapports allaient tomber sur cette droite qu'on appelle la concordia. D'accord ? Donc sur la droite bleue. Et ça va nous permettre de déterminer un âge. Si maintenant le système a été ouvert, qu'on a eu une perte de plomb au cours de l'épisode de température, eh bien les mesures ne vont pas se mettre sur cette courbe bleue, mais vont s'aligner sur une droite, qui est la droite que vous voyez ici verte, qu'on va appeler la discordia. Et ce qu'on peut montrer, c'est que l'intersection de cette droite avec la courbe bleue, l'intersection supérieure, correspond au moment où on n'a pas eu au point pour lesquels on n'aura pas eu de perte de plomb, et donc ça va correspondre à l'âge initial de la roche avant la perturbation. D'accord ? Donc l'âge de mise en place du zircon. Donc ça, on peut démontrer ça. Et puis, l'intersection inférieure, c'est un peu plus compliqué. En première approximation, enfin dans certains cas, on va dire, elle correspond à l'âge de la perturbation. Donc ici, ça voudrait dire qu'on aurait eu une roche qui s'est mise en place à 3 milliards d'années et qui a subi un épisode de température, un épisode thermique à 1 milliard d'années. D'accord ? L'interprétation de l'intersection inférieure, elle est généralement pas possible parce que du fait qu'on a des pertes de plomb qui peuvent être continues, on ne va pas avoir en fait une intersection nette comme ça, mais on va avoir une courbure de cette droite quand on va vers l'origine. Et en réalité, on ne peut généralement pas l'exploiter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, dans tous les cas, remonter à l'âge initial
du minéral ou de la roche. Alors ça, c'est la méthode qui a été utilisée pour dater, enfin une des méthodes qui a été utilisée pour dater les roches d'Issua. Et donc en mesurant le plomb 206 uranium 238 et le plomb 207 uranium 235, en traçant la Concordia, que vous voyez ici en bleu, qui est graduée en milliards d'années. On a ensuite tracé les droites, alors ce sont ces points-là, qui correspondent aux mesures dans les roches d'Issua. Vous voyez qu'elles ne sont pas sur la Concordia. Elles s'alignent sur une droite ici. Et l'intersection de cette droite, c'est ce que vous voyez dans le zoom ici, l'intersection de cette droite avec la Concordia donne un âge de 3,824 milliards d'années. Donc voilà une méthode qui est applicable à des roches archéennes. Alors cette première méthode, elle fonctionne bien, mais vous avez vu, l'hypothèse principale sur laquelle on s'est appuyé, c'est le fait que dans les zircons, l'uranium s'intègre au zircon, se substitue dans le zircon, mais le plomb, lui, ne rentre pas dans le zircon à l'instant où celui-ci se met en place. Donc on avait pu écrire que le plomb, à l'instant initial, le plomb 0 était nul, en tout cas qu'il était négligeable. Vous vous doutez bien que ce n'est pas le cas de tous les couples isotopiques, et donc il nous faut une deuxième méthode pour dater les systèmes qu'on va appeler des systèmes pauvres, c'est-à-dire des systèmes dans lesquels la quantité initiale d'isotope radiogénique n'est pas négligeable devant la quantité de paires. Autrement dit, des systèmes où le F0 est non négligeable, différent de 0. Alors pour ça, il y a une autre méthode qu'on appelle la méthode de l'isochrone, qui s'applique à plusieurs couples radioactifs, samarium-néodyme, rubidium-strontium, lutécium-hafnium par exemple. Donc là, je vais vous l'illustrer avec le lutécium-hafnium. Alors le lutécium 176, il se désintègre en hafnium 176, c'est une radioactivité β- avec émission d'électrons, et avec cette constante de temps, constante de désintégration. Et pour ce couple radioactif, on va utiliser un troisième isotope qui est l'hafnium 177, qui lui est un isotope stable, donc un isotope qui ne se désintègre pas de façon radioactive. Et si on considère que le système est resté clos, alors la quantité d'hafnium à l'instant T, 177 à l'instant T, c'est la même quantité que l'hafnium 177 à l'instant 0. Puisque l'hafnium 177 est stable, il ne va pas se désintégrer, donc on ne va pas avoir d'augmentation ou de diminution de la quantité d'hafnium. Donc ça reste constant au cours du temps. Donc l'hafnium 176 à l'instant T, c'est toujours la même réaction, la même équation de désintégration, c'est l'hafnium 176 à l'instant initial, plus le lutécium qui a été, donc qui est le radioisotope pair, à l'instant T exponentielle lambda T-1. Donc ça c'est la même chose que tout à l'heure. Sauf que cette fois, on ne peut pas négliger ce hafnium 176 0. Okay. Alors tout bêtement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser les deux côtés de cette équation par la quantité d'hafnium 177. Donc ça veut dire que l'hafnium 176 sur l'hafnium 177 à l'instant T, c'est l'hafnium 176 sur 177 à l'instant 0, plus lutécium 176 sur hafnium 177 à l'instant T, exponentielle lambda T-1. Alors ça, on peut l'écrire uniquement parce que, je vous rappelle, on a dit que l'hafnium 177 à l'instant T, c'était la même chose que l'hafnium 177 à l'instant 0. Donc on peut rentrer à chaque fois dans la parenthèse ici T et ici 0. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on peut mesurer dans cette équation ? On peut mesurer le rapport isotopique hafnium 176 sur 177 à l'instant T, puisque c'est le rapport d'aujourd'hui. Et on peut mesurer également le rapport lutécium 176 sur hafnium 177 à l'instant T, aujourd'hui. Alors, il nous reste deux inconnus. Le temps, bien entendu, on cherche à déterminer. Et deuxième inconnu, c'est le rapport isotopique initial
hafnium 176 sur hafnium 177. Alors ça, c'était simplement pour vous montrer que du fait du fractionnement élémentaire, le rapport lutécium 176 sur hafnium 177 va être variable au cours du temps, puisqu'on a perte de lutécium 176 par la réaction des intégrations radioactives. Par contre, le rapport hafnium 176 sur hafnium 177, à l'instant 0, va rester constant. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de fractionnement entre l'hafnium 176 et l'hafnium 177, donc c'est ce qui nous a permis d'écrire qu'à l'instant 0 et à l'instant t, c'était la même chose. Alors voilà comment on va représenter graphiquement ces mesures. On va tracer en ordonnée le rapport isotopique hafnium 176 sur hafnium 177 et en abscisse le rapport lutécium 176 sur hafnium 177. À l'instant initial, si on mesure 3 minéraux et qu'on sait par ailleurs que du fait des caractéristiques pétrologiques de la roche, que ces 3 minéraux se sont formés au même moment, alors leur rapport hafnium 176 sur 177 à l'instant 0 était identique. D'accord ? Parce qu'il n'y avait pas de fractionnement. Il n'y a pas de fractionnement entre ces deux isotopes. Par contre, les rapports lutécium 176 sur hafnium 177 peuvent être différents à l'instant T0. Ça peut correspondre à des degrés de fusion partielle différents, par exemple. Donc ils vont être alignés sur cette droite, ici, avec comme ordonnée ici à l'origine, le rapport initial hafnium 176 sur 177. Ensuite, si le temps s'écoule, eh bien, à l'instant t, on a cette relation qui est vraie, qui met en relation donc hafnium 176 sur 177 et lutécium 176 sur 177, c'est ce terme-ci et ce terme-là. Et vous voyez que dans ce type de graphique, cette équation-là, c'est l'équation d'une droite, avec l'ordonnée à l'origine qui est le rapport initial hafnium 176 sur 177, qui n'a donc pas changé, et la pente de cette droite, qui est l'exponentielle lambda t moins 1. Donc à partir du moment où les 3 minéraux qu'on a pris se sont bien formés en même temps, eh bien on aura toujours cet alignement, et ce qui va changer au cours du temps, c'est uniquement la pente de cette droite. Si on va faire cette mesure encore un peu plus tardivement, eh bien la pente aura continué à être modifiée, et cette fois la pente sera l'exponentielle lambda t2 moins 1. Et donc vous voyez que si on est capable de mesurer, et on est capable de le faire, ces rapports isotopiques, hafnium 176 sur 177 et lutécium 176 sur hafnium 177, eh bien on va avoir accès à deux informations. La quantité d'hafnium 176 sur 177 initial et l'âge. D'accord ? Donc la pente de l'isochrone, cette droite qu'on appelle l'isochrone, la pente de l'isochrone va donner l'âge de la formation. Et ici une illustration avec la datation de gneiss archéens également, les gneiss d'Amistock, en hafnium lutécium hafnium. On peut calculer la pente de cette droite et remonter à l'âge de cette formation qui est 3,58 milliards d'années. Alors l'ordonnée à l'origine, je vous ai dit qu'elle permettait de déterminer le rapport initial, hafnium 176 sur 177. On peut faire la même chose avec d'autres couples isotopiques, par exemple rubidium-strontium, qui fonctionnent exactement de la même façon. Donc là encore, la méthode de l'isochrone appliquée au couple rubidium-strontium va permettre avec la pente de l'isochrone de déterminer l'âge. Et l'ordonnée à l'origine, elle nous donne le strontium 87 sur strontium 86 initial. Et ça, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est plus de la datation, mais simplement pour mentionner que c'est un traceur
pétrogénétiques, et donc on va avoir des valeurs de ces rapports qui vont être variables selon qu'on a des magmas qui sont d'origine, qui vont donner des roches continentales. Donc on va avoir des signatures continentales ou des signatures mantéliques qui vont être différentes. Donc on va pouvoir remonter aux sources à partir de ces mesures. Je ne sais pas si vous gardez vos questions pour la fin ou si vous en avez. Oui. Comment on fait dans ce cas-là, parce que là du coup, pour l'utilisation du dénominateur, en fait on doit être dans un système clos. Comment on peut s'affranchir là du fait d'avoir des perturbations? Alors dans le cas de l'isochrone, c'est ça? Alors si on a des perturbations, ben, finalement on va rechanger les pentes, donc on va remonter au... En fait ce qu'on peut avoir, c'est différentes générations de minéraux par exemple qui vont s'aligner sur différentes droites. Donc après chaque droite va donner un âge qui sera différent. Ouais. Donc cette méthode elle marche même dans le cadre où on a une perturbation, où le système redevient ouvert à l'instant. Alors si on préserve des minéraux si on a différentes générations de minéraux. D'accord ? Si tout s'est remis, si tout a été perturbé, on va avoir uniquement l'alignement qui correspond à la perturbation. C'est bon ? Alors on va passer à les limites un petit peu de ces méthodes de datation. Alors d'abord concernant l'isochrone dont on vient de parler, on a vu que ça donnait un alignement. L'alignement il peut aussi résulter d'une droite de mélange entre deux pôles. Mais ça on peut s'en affranchir parce qu'il y a des tests qui existent qui permettent de vérifier que l'alignement n'est pas dû à un mélange mais est bien dû peut bien être exploité pour dater l'âge. Une deuxième limitation, bien entendu, c'est le fait que dans tous les cas, ce qu'on va mesurer, ce sont des teneurs en éléments radioactifs. Donc il y a eu des réactions radioactives qui sont produites dans le minéral. Ça libère de l'énergie, et ça va être favorable à la perte de père et de fils. Et donc on vient aux problèmes qui sont donc le système par nature ne peut pas être fermé puisqu'on a cette diffusion continue de père et de fils. Donc il faut bien garder en tête que ce qu'on mesure, et c'est pour ça aussi qu'on va avoir des âges différents selon les couples isotopiques qu'on va utiliser, c'est un âge apparent, et avant tout ça reste un rapport d'isotope qu'on a transformé en unité de temps. Et donc c'est un rapport d'isotope, c'est pas un âge. Et la validation de ce rapport d'isotope en âge géologique, ça nécessite d'ajouter à ça une interprétation géologique. Et ça, c'est pas toujours facile à faire. Et donc, bien entendu, il faut combiner des analyses pétrologiques pour valider la détermination d'un âge. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va être capable de dater dans une roche ou dans un minéral? Alors souvent, on ne se contente pas de dater un minéral, mais on va plutôt dater une série de minéraux. Donc ça, ce sont des courbes, vous en avez vu aussi tout à l'heure, qui correspondent à des âges mesurés dans des zircons. Donc là, vous voyez, il y a 67 zircons qui ont été mesurés. Et selon les pertes de plomb, par exemple, qu'ils vont avoir subies, qui vont être plus ou moins importantes, eh bien, on va avoir une répartition des âges apparents qui va être distribuée d'une certaine manière. Donc différents âges qui vont être mesurés. Et ensuite, on va généralement choisir la moyenne de ce mode pour valider un âge géologique. Qu'est-ce qu'on date également? Vous avez vu cet exemple des roches d'Issua et la controverse autour du fait que les inclusions de carbone étaient d'origine biogénique ou pas. Et quand on regarde la datation, alors le principal problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas aller dater ce carbone directement. Et ça, simplement du fait, comme je vous l'ai
dit tout à l'heure qu'on ne peut pas utiliser par exemple le carbone 14 pour aller donner un âge de ce carbone. Donc en général, on dit que ce carbone il a le même âge que la roche qui le contient. Alors il y a eu des papiers qui datent de 2009 qui ont montré que, en se basant sur de la datation, que les apatites qui contiennent ces inclusions de carbone sont en fait beaucoup plus récentes que les roches elles-mêmes, qui étaient datées à 3,8. Et donc même si ce graphite-là était biogénique, et vous avez vu que c'était bien entendu très controversé, mais même si on pouvait imaginer que ce carbone était biogénique, dans tous les cas, ce n'est pas une des plus anciennes traces de vie. C'est beaucoup plus récent que les 3,8 milliards d'années qu'on a évoquées au départ. Alors, je vous ai dit qu'il y avait deux grands types de spectromètres de masse. Il y a ceux qui nous nécessitent de faire une préparation chimique, c'est-à-dire qu'on prend notre roche, on va séparer les éléments qui nous intéressent et mesurer ensuite la composition isotopique de ces éléments. Et puis, il y a les spectromètres de masse qui sont les SIMS, qui permettent de faire des mesures in situ, et qui permettent par exemple de dater différentes zones dans un même minéral. Donc vous voyez comme ça, on a pu dater différentes zones dans les zircons de Jack Hills et avoir ces distributions comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc ce qu'on peut faire sur différents minéraux, on peut aussi le faire en faisant différents points sur un seul minéral. Et par exemple, c'est en faisant ces mesures résolues spatialement qu'on peut mettre en évidence des hétérogénéités qui peuvent être parfois très fortes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette étude, mais en gros, ce qu'ils ont observé en mesurant donc, les variations de concentration en uranium, en plomb, et puis les rapports plomb-plomb, c'est une grande hétérogénéité à l'échelle de quelques micromètres. Vous voyez l'échelle ici, c'est 10 microns, en âge apparent. Donc bien entendu, ce sont des âges apparents. Ici, des zones qui sont datées à 2,7 milliards d'années et quelques microns à côté, des zones qui sont datées à 4 milliards d'années. Alors ce qui a été montré dans cette étude, c'est qu'en fait ces différences d'âge apparents, ce ne sont pas des âges réels et ce sont des artefacts qui sont produits par du métamorphisme de très haute température qui ont entraîné une redistribution isotopique qui fait varier du coup les rapports isotopiques dans le minéral. Et donc ça pour vous dire aussi qu'il faut être... ce ne sont pas des techniques qui sont faciles, l'interprétation des données est délicate parce qu'on a tous ces problèmes de réhomogénéisation, d'artefacts qui font qu'on ne peut pas prendre ces âges apparents comme pour argent comptant. Il faut l'interprétation qui va avec derrière. Alors comme je vous l'ai dit, donc on ne peut pas dater directement les traces de vie, et ça c'est ça qui n'est pas facile. Ce serait bien de pouvoir aller dater ces inclusions de carbone dans les roches d'Issua, ce serait bien de pouvoir dater ces filaments qui ressemblent à des cyanobactéries dans les scherts australiens. Alors qu'est-ce qu'on peut faire si on ne peut pas dater ce carbone? Est-ce qu'on peut quand même avoir une idée un peu plus précise de leur âge? Une chose qu'on peut faire sur le carbone, sans avoir directement accès à l'âge, c'est retracer son histoire thermique. Et ça peut nous donner des contraintes sur l'âge. Donc c'est plus de la radiochronologie, mais ça peut être un complément. Ce qui se passe, c'est que les atomes de carbone sont agentés d'une certaine manière, et en fonction de la température à laquelle ils sont soumises, les plans d'aromatiques vont s'ordonner. Donc plus on va chauffer le carbone, plus les plans de graphite vont s'organiser dans les 3 dimensions de l'espace. Et le degré d'organisation de ces plans d'aromatiques est fonction de la température qu'on fait subir à ce carbone. Autrement dit, on va pouvoir utiliser le degré d'organisation de ce carbone comme un thermomètre, un paléothermomètre.
Et c'est ce qui a été fait par exemple dans ces BIF dont on vous a parlé aussi hier et aujourd'hui, du Canada, qui sont datés à 3,8 milliards d'années. À l'intérieur de ces BIF, on a du graphite. Et ce qui a été fait, c'est des analyses Raman sur ce graphite. Et les analyses Raman permettent d'avoir accès au degré d'organisation du carbone qui est présent. Et donc, en comparant ce degré d'organisation du carbone à des courbes de paléothermométrie, on est capable de dire que ce carbone a subi ce maximum de température. Donc le maximum de température qu'a subi ce graphite, c'est aux alentours de 370-390 degrés. Donc il n'a pas subi une température plus élevée, parce que s'il avait subi une température plus élevée, il serait plus ordonné. Or, la température maximale qu'a subi toute la formation, enfin la roche totale, c'est, d'après l'assemblage minéralogique, c'est aux alentours de 640 degrés. Donc ça veut dire que ce graphite, il est postérieur à l'épisode métamorphique qu'a connu cette roche. Et donc ça permet de dire que ce graphite, il s'est infiltré tardivement, après le métamorphisme, et donc il n'est pas aussi vieux qu'on pouvait l'imaginer, il n'est pas aussi vieux que ces BIF. Donc c'est une infiltration tardive. Alors je viens de vous répéter plusieurs fois qu'on ne pouvait pas dater directement les formes potentielles de vie ou présumées de vie dans ces roches, parce qu'on ne peut pas dater le carbone. Il y a quand même des exceptions qui ont été avancées dans la littérature. Alors ce sont les formations de Barberton en Afrique du Sud, 3,5 milliards d'années, donc des basaltes en coussin. On vous en a parlé aussi tout à l'heure. Donc je reprends ces images qui montrent donc des structures tubulaires. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, ça a été initialement interprété comme étant des tubes creusés par des bactéries dans les basaltes. Par comparaison, ces arguments étaient morphologiques et basés sur des comparaisons avec des structures actuelles qu'on observe dans des basaltes actuels et qu'on suppose être aussi d'origine biologique. Alors maintenant, à l'intérieur de ces tubes, donc certains ont montré qu'il y avait peut-être des reliques de carbone sur les parois, des delta C13 aussi dans les carbonates qui étaient bas, et donc voilà un argument supplémentaire pour dire que c'était peut-être d'origine biologique. Mais surtout, ces structures, elles sont remplies de titanite. Donc la titanite, c'est ce minéral. Et comme le zircon, la titanite a la particularité de pouvoir incorporer facilement l'uranium, mais pas le plomb. Donc c'est là encore un minéral idéal pour aller faire des datations uranium-plomb, donc la méthode Concordia qu'on a évoquée tout à l'heure. Et donc voici les résultats. Alors vous voyez les analyses qui ont été faites in situ sur ces tubes de titanite. Chaque spot que vous voyez là, c'est le spot qui est créé par l'ablation laser. Donc la mesure, elle détruit la roche et pour ioniser la matière. Et ces différents points, vous voyez ici, avec ces différents cratères, ont été reportés dans un diagramme plomb 206 uranium 238 versus plomb 207 uranium 235. Donc vous avez la Concordia qui est tracée ici. Et les âges qui ont été obtenus, ce sont des âges de 3,34 milliards d'années qui ont permis de dire que ces tubes de titanite avaient bien un âge archéen assez reculé, 3,4 milliards d'années. Alors bien entendu, est-ce qu'on a daté des formes de vie très anciennes là où le bas blesse, c'est qu'il bien entendu, il faut savoir si ce sont vraiment des traces de vie. Et là, je vous renvoie à ce que Pascal Philippot vous a dit tout à l'heure et toute la discussion autour du fait que ces filaments, il n'est pas démontré en tout cas qu'ils sont d'origine biologique. Voilà, j'en arrive aux conclusions. Alors je vous ai présenté donc des méthodes pour
pour faire de la datation absolue. Bien entendu, il y a d'autres techniques de datation isotopique, en particulier des techniques qui utilisent d'autres couples d'éléments radioactifs et radiogéniques, qui sont adaptés à des périodes plus anciennes ou plus récentes. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut de préférence combiner plusieurs radiochronomètres. Donc tout ce qui concerne l'intercomparaison est vraiment primordial dans ce genre d'études, puisqu'on a vu que différents chronomètres pouvaient donner des âges différents, du fait que différents éléments chimiques vont avoir des comportements aussi différents en fonction des conditions. C'est important de combiner ça également sur plusieurs minéraux, et maintenant on est même capable de combiner plusieurs analyses sur un même minéral. Bien entendu, la datation absolue, elle n'est pas efficace si on n'utilise pas en parallèle d'autres méthodes de datation, en particulier de la datation relative. Et bien entendu, quand vous allez sur le terrain, vous n'allez pas prélever tout le long d'un log stratigraphique pour dire je vais dater toute la colonne. Donc la datation relative, elle reste indispensable en parallèle. Donc la datation absolue, c'est un outil, on va dire, au service de la datation relative aussi. Et puis je pense que vous aurez compris que déterminer un âge, ce n'est pas trivial. C'est d'abord un challenge méthodologique. Je vous ai parlé par exemple des analyses in situ. On est capable d'aller mesurer des rapports isotopiques à l'échelle de quelques microns. On a des instruments qui sont aussi capables de mesurer à des échelles encore plus fines, à l'échelle nanométrique. On a des sondes ioniques qui fonctionnent à cette échelle-là, mais qui ne permettent pas encore, par exemple, de dater des roches pour des problèmes de quantité d'éléments radioactifs qu'on va réussir à ioniser. Donc on a des problèmes de sensibilité qui font qu'on ne peut pas encore faire ça. Donc il y a encore des challenges méthodologiques liés également à la séparation des éléments d'intérêt quand on fait des traitements chimiques pour des datations qui ne se font pas cette fois in situ. Bien entendu, on a aussi des problèmes pour l'interprétation. Et je vous ai montré des exemples où l'âge qui était mesuré était qu'un âge apparent et ne pouvait pas traduire un âge réel. Donc il est indispensable de confronter ces datations au contexte géologique et à l'analyse pétrologique. Donc comme vous l'avez vu, on a généralement plusieurs âges et pas un seul âge. Et l'âge qu'on va donner, c'est un âge moyen, autour de plusieurs mesures. Et puis, on ne peut pas toujours avoir une réponse directe sur l'âge des objets qui nous intéressent, et en particulier l'âge des premières traces de vie. Voilà, et pour finir, je vais donc, vous remercier de m'avoir invité, parce que je ne l'ai pas fait auparavant, et remercier aussi particulièrement Francis Albared et Karim Benzerara qui ont donné ce cours avant moi et qui m'ont fourni un certain nombre de supports pour ce cours. Voilà. Si vous avez des questions.